Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation de 2017 à 2022, publie La Citadelle aux éditions Albin Michel. Il sera l'invité exceptionnel du Grand JT dans quelques minutes. Mieux accompagner les jeunes dans l'orientation, une problématique qui n'est pas nouvelle, mais pour laquelle les acteurs se mobilisent. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotia vous parlera de la Ligue des Champions et d'un joueur qui fait parler de lui sur les réseaux. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un chiffre du syndicat national de l'enseignement supérieur, le SNES-UP-FSU. 4 universités françaises sur 5 risquent d'être en déficit en cette fin d'année. 75, c'est le nombre d'universités qui risquent d'être déficitaires en 2024. Cela s'explique par la diminution des crédits alloués par l'État. Le syndicat SNES-UP-FSU prévient que de nouvelles économies à hauteur de 500 millions d'euros sont à prévoir en 2025, selon l'estimation des lettres plafonds transmises au ministère. Alors, quelles sont les conséquences pour les universités, Louisa ? Selon Anne Roger, secrétaire nationale du SNES-UP-FSU, je cite, « Cela crée une tension et une charge de travail accrue pour les personnels enseignants et les chercheurs et souligne les conséquences gravissimes sur les conditions de travail. Diminution du personnel administratif, nommer des contractuels, pas de remplacement des enseignants suite au départ en retraite. Ce sont les plans de rigueur que conseille le syndicat pour les établissements en grande difficulté. Pour les étudiants, des classes pouvant atteindre 60 étudiants, équipements informatiques, photocopie et chauffage au rabais, des établissements jugés passoires thermiques. Alors que les budgets sont en passe d'être votés, les décisions seront déterminantes pour l'avenir de l'éducation nationale. Annoncée en 2023 par Emmanuel Macron, la réforme de l'année de terminale professionnelle inquiète le corps enseignant. Pour les élèves qui passeront leur baccalauréat professionnel en juin 2025, les 6 dernières semaines de l'année seront dédiées à un stage en entreprise ou une préparation aux études supérieures. Les syndicats enseignants déplorent une perte de 60, même 170 heures de cours. Le SNUEP-FSU, première fédération syndicale de l'éducation nationale, prévient que cette réforme, je cite, va engendrer d'importantes pertes pour les élèves sur le cursus et beaucoup de confusion dans les équipes. Les syndicats donc inquiets. Qu'en pensent les enseignants eux-mêmes ? La diminution des cours dans cette année de préparation du baccalauréat pose quand même question. Il va falloir aller droit au but, être très rapide dans l'avancée du programme et ça va forcément poser des difficultés à nos élèves qui ont un niveau scolaire beaucoup plus fragile qu'en filière générale. C'est ce que précise Muriel Wendling, professeure de lettres histoire-géographie à Strasbourg et secrétaire nationale au SNET-AFO. Dans Le Monde, autre point noir, le trop grand nombre d'élèves en stage au même moment et qui risque de faire barrage. Entre les élèves de seconde professionnelle, de seconde générale, s'ajoutent désormais les terminales des lycées professionnels. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, promettait la mise en place d'un comité de suivi de cette réforme au syndicat. Reste à savoir si le ou la prochaine ministre honorera cette mesure. À Conflans-Sainte-Honorine, des discussions sont en cours pour rebaptiser l'établissement au nom de Samuel Paty. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, avait été décapité par un terroriste le 16 octobre 2020 après avoir présenté des caricatures de Mahomet à ses élèves. Seulement, voilà, aucun bâtiment ne porte son nom à Conflans-Sainte-Honorine et ceci pose question. Élèves et habitants militent depuis 2021 afin que le collège du Bois d'Aulne soit rebaptisé Collège Samuel Paty, mais les réponses des élus se font attendre. Voici ce que confiait ce matin une professeure de français, collègue de Samuel Paty, au micro de Sonia De Villers sur France Inter. Je parle des anciens, ceux qui étaient là au moment de l'attentat. Bah oui, pour nous, il faut graver cette mémoire dans le marbre. Il faut l'inscrire dans l'éternité. En renommant cet établissement, ça me semble évident. Après, c'est pas la seule chose il suffit pas de renommer un établissement. Il faut continuer à travailler sur les valeurs de la République avec nos élèves. Il faut continuer à parler de ce qui s'est passé. Après, il faut veiller à ne pas ressasser le traumatisme. Voilà, expliquer les mécanismes du terrorisme, expliquer le poids de la rumeur, ce genre de choses, le rôle des réseaux sociaux. Et on le fait depuis l'attentat. Si une salle polyvalente a été inaugurée ce mercredi 18 septembre dans la Creuse, élèves, collègues et habitants sont dans l'attente d'une réponse de la part du gouvernement afin de savoir si oui ou non le collège du Bois d'Aulne sera rebaptisé Collège Samuel Paty.
Et on termine ce journal avec l'opération nationale Lever les yeux, mise en place en 2019 par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le vendredi 20 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, élèves et enseignants auront un accès privilégié au patrimoine français, châteaux, musées, théâtres, jardins. Ces visites ont été pensées afin de sensibiliser les élèves de la maternelle au lycée à leur territoire, leur histoire et d'adopter un regard nouveau sur l'environnement. Les informations sont à retrouver sur le site du ministère de la Culture, opération Lever les yeux. Merci Louisa. La citadelle, c'est le nom qu'a choisi Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, pour décrire ses années à l'Élysée. Des mots choisis et un parcours politique dans l'éducation qui est une exceptionnelle longévité sous la présidence d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer est l'invité du Grand JT. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, monsieur le ministre. Professeur agrégé de droit public, président de Terra Academia, président du laboratoire de la République et bien sûr ancien ministre de l'Éducation de 2017 à 2022. Vous publiez, Jean-Michel Blanquer, La Citadelle, paru chez Albin Michel, un livre. Alors contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, que je ne qualifierais pas de pamphlet contre le président, malgré certains portrait un peu acide que vous peignez de lui, mais bien un livre sur les enjeux et les jeux de pouvoir. Vous dénoncez un système, je cite, qui enferme, dont les pouvoirs sont de plus en plus concentrés. On peut le voir aussi aujourd'hui. Oui, c'est un des aspects du livre et vous avez raison de dire que ça n'est pas un pamphlet, c'est pas du tout un pamphlet. C'est vraiment le récit de ce que j'ai vécu avec les lumières et les ombres. Et je pense que ce que j'ai cherché, c'est surtout dire la vérité telle que je l'ai vue. Donc ça permet, je l'espère, comme vous l'avez dit, une réflexion sur le pouvoir. Parce que la citadelle, c'est pas seulement ce qui a pu se passer, notamment à l'occasion du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais c'est de façon générale la situation de tout pouvoir qui risque toujours à la fin de trop se recroqueviller sur lui-même. Donc il y a cette réflexion-là, mais il y a aussi toute la réflexion, bien sûr, sur l'éducation, les possibilités de changer le système. Et là aussi, la vision que je déploie n'est pas du tout pessimiste ou fataliste. C'est vraiment de montrer à quelles conditions on arrive à réformer, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire. Et je crois que c'est important de montrer les tenants et les aboutissants de ça. On va bien sûr en parler, vous l'imaginez, tant plus sur School TV. Et puis ça nous passionne ici. Vous parlez justement de ce pouvoir qui se recroqueville. Vous l'avez vécu de l'intérieur vous-même. On était, nous tous, citoyens, évidemment, spectateurs de cela. Mais est-ce que vous vous attendiez à vivre une telle situation politique, celle que l'on vit aujourd'hui, précisément ? Pas spécialement. Moi, j'imaginais qu'il pouvait y avoir une dissolution en 2024, mais je l'imaginais plutôt après les Jeux Olympiques et comme conséquence d'un blocage institutionnel qui aurait pu y avoir à l'occasion notamment du vote du budget. Je pense que ça aurait été plus naturel et sans doute ça aurait donné un résultat plus favorable au président. Donc il y a eu un côté boomerang dans ce qu'il a fait. Mais par ailleurs, finalement, toutes les choses que je décris dans le livre, notamment sur une sorte de deuxième temps de dégradation des choses à partir de 2021-2022, d'une certaine façon, on en a une illustration presque caricaturale avec ce qui se passe pendant la dissolution. J'ai évidemment écrit ce livre avant la dissolution. Mais vous démarrez dessus, c'est l'introduction, évidemment. J'ai rajouté évidemment quelques pages sur la dissolution, mais tout le reste, je l'avais écrit avant et je ne savais pas, quand on programmait la sortie du livre, que ça sortirait à un moment si illustratif de finalement ce que je dis dans tout le livre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le lire, c'est aussi avoir une forme d'explication, en tout cas une aide à l'explication de la situation dans laquelle on se trouve. Oui, comme un livre, effectivement, qui avait été écrit mais qui aurait fait face à cette situation comme si vous l'aviez imaginé, pensé, une concentration des pouvoirs qui pousse à l'isolement, vraiment à cette, j'allais dire moi-même, je le prends pour moi ce terme, de mégalomanie, un casse-tête pour rallier finalement à sa cause ensuite. C'est ce qui se passe depuis juin dernier, on le voit bien. Et puis là, l'impossible composition du gouvernement actuel. C'est ça. Et donc c'est en effet le produit d'un processus qui malheureusement en réalité commence en 2022 lorsque les choses ne paraissent pas claires après la réélection du président, le cap n'est pas clair, il y a le sentiment de zigzag, notamment dans le domaine de l'éducation. Tout ceci contribue à ce qu'il y ait une majorité relative
plutôt qu'une majorité absolue en juin 2022. Et d'une certaine façon, on paye encore les conséquences de cette mauvaise entame du deuxième quinquennat. Alors on va en parler de ces deux moments, 4 années très belles, enfin en tout cas que vous écrivez intenses. Vous partagez au moment de votre nomination en 2017 une vision commune sur 10 ans de transformation nationale, avant de parler de ce fameux point de rupture. La question, effectivement, à se demander si ce n'est pas une maladie française. Depuis votre départ de la rue de Grenelle, il y a eu 4 ministres de l'éducation. Est-ce qu'on peut imaginer une politique de l'éducation menée avec autant de ministres, autant de nominations? Non, bien sûr, c'est évidemment très regrettable l'instabilité. On a voulu, lors du premier quinquennat, illustrer l'exact inverse. Je suis fier d'avoir tenu 5 ans en réformant, en traversant 2 graves et voire 3 graves crises, même les gilets jaunes, la crise sanitaire et la crise sécuritaire avec l'assassinat de Samuel Paty. Tous ces moments étaient très difficiles, mais le bateau a tenu, et surtout, pendant ce temps-là, nous avons continué à réformer. Je pense notamment à l'école primaire, où on a littéralement opéré un rebond du niveau qui peut se mesurer maintenant. Donc il y avait un chemin assez clair, qui était un chemin de 10 ans. J'en faisais la première moitié, et il aurait été souhaitable que la deuxième moitié soit faite par un ou une ministre dans la même ligne, si vous voulez, et qu'il y avait encore bien des choses à accomplir. Au lieu de ça, on a eu le zigzag que tout le monde a vu, et il n'y avait aucune fatalité à ce que ça se passe ainsi. Donc parfois c'est un peu triste de voir que des choses simples auraient pu se produire et que finalement on a fait des choses compliquées et contre-productives à la place. Un livre, je disais, qui raconte donc les 5 années rue de Grenelle et qui revient sur les temps forts des grandes réformes que vous avez menées, très grandes réformes. La première, dont vous parlez souvent et vous en tirez une certaine fierté, c'est le dédoublement des classes de grande section CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire. Et vous dites à cet égard, nous étions comme un équipage arrivé en commando pour faire décoller un avion au plus vite. Oui, parce que ça, quand je parle de ça, je parle vraiment des débuts, parce que nous étions une équipe préparée pour faire la réforme. Il faut être préparé pour être ministre de l'Éducation nationale. On ne peut pas être parachuté, il faut avoir pensé et connaître le système, et il faut travailler de manière collective. Ce n'est pas une seule personne toute seule qui fait les choses. Donc on avait pensé notamment le dédoublement et d'autres réformes, et j'ai eu à cœur, en arrivant au mois de mai 2017, d'arriver à montrer que dès septembre 2017, soit 3 mois plus tard, et alors qu'il y a les vacances d'été et qu'il y avait aussi beaucoup de scepticisme sur notre capacité à réformer, de montrer les premiers dédoublements. En l'occurrence, à l'époque, c'était les CP de REP+, et bien que ces premiers dédoublements étaient effectifs 3 mois plus tard. Et on a réussi. Et pour ça, il fallait une mentalité un peu de commando, c'est ce que je décris, c'est-à-dire comment vous mettez en marche la machine éducation nationale pour qu'à la fin, les classes soient aussi bien physiquement que humainement dédoublées et que les enfants en bénéficient dans les territoires les plus défavorisés. C'est ce qui s'est passé, et nous avons pu le faire grâce à l'esprit d'équipe. Dans les territoires défavorisés, parce qu'il s'agissait aussi de pouvoir peut-être répondre à l'inégalité face à l'apprentissage que vous pouviez déjà voir au moment où vous êtes nommé ministre. Est-ce que cette réforme a joué justement sur cette inégalité? Oui, bien sûr. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Et cette mesure visait les deux, et notamment la deuxième dimension, puisque nous étions considérés comme le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, ce que nous ne sommes plus au moment où je vous parle, et qui a été mesuré notamment par l'enquête internationale Pearls, et laquelle enquête mesure le niveau de lecture des enfants de 8 ans, exactement. Et donc, le dédoublement est monté en puissance progressivement. La première année, c'était 60 000. Ensuite, on est tout de suite à 150 000. Et puis maintenant, nous sommes à 400 000, un peu plus même, avec les grandes sections, les CP, les CE1. Tout ceci s'est déployé sur 3 années. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Les professeurs sur le terrain savent bien de quoi je parle. C'est évidemment un énorme progrès pour eux d'être à 12. Alors évidemment, une classe à 12 en soi, c'est pas suffisant. Il faut aussi des mesures pédagogiques qui vont avec. Et c'est pourquoi il y a eu
le plan mathématique, le plan français et toute une série d'actions en la matière. Oui, vous avez beaucoup effectivement fait, évidemment, pour le niveau des élèves, notamment effectivement à l'école primaire. Pour autant, même si le niveau s'est élevé, le niveau reste quand même très bas par rapport à la moyenne de l'OCDE. On a du mal à trouver une cohérence par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est justement ces réformes qui se sont empilées et qui n'ont pas été maintenues après votre départ? Non, si les résultats sont bons en dynamique et encore faibles en statique, si je puis dire, c'est-à-dire oui. En gros, c'est parce qu'on a une pente qui dure depuis une trentaine, depuis que les classements internationaux existent, c'est-à-dire essentiellement depuis le début des années 2000, donc depuis 25 ans maintenant, on voit une baisse continue à chaque classement de la France. Et là, ce que l'on voit, c'est un début de rebond. Donc au début d'un rebond, vous êtes encore, c'était évidemment parti de très bas, essentiel, on part de bas et donc il faut maintenant remonter. Alors, dans ce qui nous a aidé pour le rebond, il y a le fait qu'on a fermé moins que les autres. Par exemple, ce que mesure Pearls, c'est le fait qu'on est le seul pays, nous la France, avec le Portugal, non seulement à ne pas avoir régressé pendant la crise sanitaire pour le niveau de lecture des enfants de 8 ans, mais même d'avoir connu un début de rebond. C'est énorme, parce que ça prouve que non seulement il y a eu de bonnes choses en fermant le moins possible, mais en plus, un certain nombre de mesures ont permis de progresser malgré tout pendant les 5 années en question. Vous le disiez, disiez, c'est évidemment important. Vous dites dans le livre, vous vouliez à tout prix faire bouger vite et bien l'énorme machine si souvent décriée par son immobilisme. C'est ce que vous avez ressenti, vous, en prenant les manettes de Alors moi, ministère? j'ai toujours à cœur de dire que justement cet immobilisme n'est pas absolu. C'est une très grosse machine, il y a plus d'1 million de salariés, 12 millions d'élèves, c'est évidemment énorme. Et puis chacun sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui peuvent être de différentes natures. Et nous sommes en France où la réforme n'est pas toujours facile à faire accepter, donc on sait que c'est difficile. Mais j'ai vraiment à cœur de montrer et maintenant de dire qu'il n'y a pas là non plus de fatalité à l'immobilité. Et le dédoublement des classes en 3 mois est évidemment la pointe avancée de ça. Mais sur bien d'autres sujets, prenez devoirs faits au collège, par exemple, qui touche maintenant des centaines de milliers d'élèves au collège. C'est une mesure, là aussi, qui a été mise en œuvre rapidement, et ce, grâce à la mobilisation des professeurs. Et dès qu'il y a du sens, des moyens aussi, bien sûr, de la clarté, on peut emmener l'ensemble du système vers des évolutions, et nous l'avons démontré. Alors le niveau effectivement des élèves, les savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes, on en a parlé évidemment, le plan maths, le plan français. Autre mesure très forte, vous avez été un fervent défenseur de la laïcité, depuis toujours d'ailleurs, mais enfin précisément au ministère, et vous avez créé aussi le Conseil des sages de la laïcité, c'est bon de le rappeler quand même. Vous racontez dans votre livre un souvenir très marquant, donc je me suis précipitée pour voir la séquence, celle de votre prise de parole à l'Assemblée nationale, juste après votre nomination, donc c'est... 2017, c'était quand? En septembre 2017? La nomination, c'est mai 2017. Mai 2017, voilà, donc en juin 2017. Et on parle, c'est au sujet des réunions en non-mixité raciale organisées par le syndicat Sud Éducation. Vous êtes totalement ovationné à gauche comme à droite. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'ensemble de l'hémicycle, à gauche comme à droite, voit bien que le message républicain est essentiel et que ce message républicain, il a comme conséquence, entre autres, qu'on ne saurait organiser une réunion en fonction de la couleur de la peau des participants. Et que quand bien même on invoquerait des motifs de lutte contre le racisme pour faire cela, en réalité, on introduit quelque chose qu'on ne veut pas, c'est-à-dire une contradiction avec l'humanisme universaliste que nous voulons, l'égale dignité de tous les êtres humains, tout simplement. On est là sur du fondamental, sur du basique. Et si on oublie ce genre de principe, on ne sait pas où ça commence, et on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Donc, mais à ce moment-là, même du côté de la France insoumise, il y avait des applaudissements, disons de la moitié de la France insoumise. Et c'est pourquoi d'ailleurs après j'avais vu Jean-Luc Mélenchon. À cette époque, il n'y avait pas les dérives non laïques qui ont été les siennes ensuite. Et je lui avais dit, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une partie de votre groupe qui reste fidèle à des principes républicains de base. Et il m'avait dit, oui, vous avez raison, il faut que je mette bon ordre à ça. Et en fait, il n'a mis aucun bon ordre à ça, il a plutôt penché dans le sens inverse. Et non, d'ailleurs, votre combat pour la laïcité vous a coûté cher, en tout cas après la mort de Samuel Paty, parce que vous avez aussi vécu ce drame absolu au moment quand vous étiez en poste. Vous prenez la parole au Sénat pour dénoncer des courants islamo-gauchistes très puissants dans le secteur de l'enseignement supérieur, que vous connaissiez bien, et qui commettent des dégâts sur les esprits. C'est
c'est votre engagement sur ces enjeux de laïcité et notamment votre position sur l'abaya, parce que vous vous êtes positionné sur l'abaya bien plus tôt. On a parlé beaucoup avec Gabriel Attal, mais vous l'avez fait bien plus tôt. Et sur le voile qui vous ont porté préjudice, justement, ou c'est davantage, à votre avis, la disgrâce présidentielle dont vous parlez dans votre livre, qui était déjà en marche? Non, je pense que c'est dans l'ordre inverse, dans l'ordre que vous avez d'abord dit que ça a marché, si je puis dire. C'est-à-dire il y a eu, postérieurement à l'assassinat de Samuel Paty, beaucoup de conflictualité et les secteurs, notamment d'extrême gauche, ont été extrêmement virulents à mon endroit, précisément parce que je désignais ce qui n'allait pas, c'est-à-dire toute complaisance avec l'islamisme politique, mais qui est lui-même cousin du terrorisme islamiste, bien sûr. Et donc le fait de nommer les problèmes de cette façon-là m'a attiré énormément d'ennuis, de menaces même. Et cette situation a fait que j'ai commencé à passer pour quelqu'un de clivant, si vous voulez. On s'est dit, cet homme est raide, intransigeant. Alors on utilisait le mot laïcard. Alors je ne suis pas laïcard, je déteste ce mot. Je suis laïque, tout simplement, et clair, ferme et calme, je crois, sur le sujet. Mais simplement, la fermeté n'est pas à exclure quand il est question des principes fondamentaux. Donc le fait que cette atmosphère soit créée par les milieux radicalisés, progressivement, a pu nuire. Je pense que le président a pensé au bout d'un moment que c'était bien d'avoir quelqu'un qui était moins ferme et qui créerait moins ce clivage. C'était d'ailleurs tout à fait normal que je parte du gouvernement au bout de 5 ans. 5 ans, c'est déjà énorme à l'éducation nationale, donc ça n'est pas du tout un problème. Au contraire, le problème, c'est plus la question de la continuité avec une seule personne sur 5 ans pour prolonger les sillons que nous avions creusés. Oui, et de vrais sillons. Juste, je vais rebondir sur la laïcité une fois de plus et sur votre regard sur ce qui se passe actuellement. On voit bien que les jeunes aujourd'hui, et même la société dans son ensemble, a un problème avec la laïcité, ne la comprend pas forcément, ne comprend pas les articles de la loi de 1905, ni ensuite de 2004, ni... Il y a une crispation autour de la laïcité. Comment vous l'interprétez? Comment vous la jugez aujourd'hui? Je pense qu'il y a en effet le risque d'une distinction générationnelle entre les plus de 35 ans et les moins de 35 ans en France aujourd'hui, qu'il faut savoir prendre en compte, d'abord en se remettant en question, en étant capable de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas dans nos manières de voir. Je pense qu'il faut rester ferme sur les principes essentiels de la laïcité, notamment la neutralité du service public, l'absence de signes ostentatoires à l'école, et tous ces sujets qui vont avec la laïcité. Maintenant, je pense que la manière de passer le message doit peut-être parfois évoluer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait une campagne sur la laïcité en septembre 2021. C'est la première fois qu'il y avait une campagne de publicité, de l'affichage un peu partout sur ce qu'est la laïcité. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand on a fait cette campagne, qui était quand même très moderne, je dirais, où on voyait des enfants de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines ensemble, et qu'on me disait la laïcité, c'est finalement aussi ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir être ensemble, quelles que soient nos religions ou nos non-religions d'ailleurs, et c'est un message simple. Mais vous voyez, ce message, je pense, qui aurait été fortement attaqué par l'extrême droite il y a encore 15 ou 20 ans, là a été attaqué par l'extrême gauche. On a réussi même à attaquer ça de la part de secteurs qui, historiquement, sont les héritiers d'une partie de ceux qui ont bâti la laïcité. Donc c'est un des paradoxes que nous vivons. Je pense qu'il y a des forces à l'œuvre pour saper les principes républicains, et il faut savoir le dire. Et montrer aussi que tout ceci relève du monde des idées. C'est-à-dire que les démocrates, les républicains, qui sont 80 à 90% de la population française, et j'insiste, beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane qui sont profondément républicains et qui justement en ont assez du prosélytisme ou de la pression qui existe sur le terrain de la part de l'islam politique, eh bien, beaucoup de nos compatriotes... Pardon de vous couper, mais qui en ont assez aussi de devoir se justifier de cela. Exactement, qui sont obligés, à cause de l'islam politique, d'être en situation d'avoir à se justifier et du coup à ne pas être comme les autres. Alors que ce qu'on souhaite tous, c'est que chacun vive tranquillement sa religion et sa citoyenneté comme il l'entend, tout simplement. C'est quand même ça, la laïcité. Mais forcé par les secteurs les plus radicaux à une situation impossible, en réalité, où ils sont pris en quelque sorte en étau entre l'islam radical et puis le reste de la société qui finalement s'interroge, eh bien,
eux, comme l'ensemble des citoyens français, ce qu'ils attendent, c'est une laïcité tranquille, une laïcité sereine, et qu'il n'y ait pas ce bruit et cette fureur qui nous arrive souvent de l'extrême gauche. Donc il y a aujourd'hui ce défi qui relève du monde des idées, parce que si on ne fait pas attention à la matrice qu'il y a dans la vie intellectuelle et dans la vie académique en particulier, ou dans la vie médiatique, eh bien, on a des conséquences en chaîne que l'on voit dans la société. Concrètement, ça veut dire que les principes républicains doivent être revitalisés et ça commence par l'école. Alors, l'école, justement, continuons sur ce chapitre-là, puisque beaucoup de réformes, vous avez porté beaucoup de réformes. Une autre qui vous tenait particulièrement à cœur, avec une bonne fée, c'est comme ça que vous l'appelez, à vos côtés, une bonne fée à l'Élysée, qui vous soutient dans ce combat, c'est évidemment Brigitte Macron. C'est le harcèlement scolaire. Oui, dès le début, il y avait une grande complicité et amitié entre Brigitte Macron et moi-même, et son but était tout simplement d'aider sur les thèmes où elle pouvait aider, justement, à avoir une grande valeur ajoutée pour telle ou telle politique publique. Et ensemble, on a d'abord choisi la question du harcèlement scolaire parce que c'est un sujet qui relève beaucoup de la sensibilisation des acteurs, et donc elle pouvait, par son image, par son action, avoir beaucoup d'impact sur ce sujet. Donc nous avons beaucoup été sur le terrain ensemble pour mobiliser contre le harcèlement scolaire. Et c'est dans le cadre de cette dynamique qu'on a élaboré le programme phare, qui est un programme en profondeur pour former les professeurs, les élèves et différents acteurs d'ailleurs à la lutte contre le harcèlement scolaire au quotidien dans les établissements. Et elle a tenu effectivement promesse, puisqu'elle a été avec vous, à vos côtés, je crois, depuis le début. Oui, elle a toujours été présente. Oui. Autre grande réforme dont on parle beaucoup, bien sûr, c'est Parcoursup. Parcoursup, alors qui fait beaucoup parler, je le disais, qui est aussi critiqué par beaucoup. Alors, on parle beaucoup de l'algorithme Parcoursup. Peut-être que on pourrait déjà dire une chose sur ce mot algorithme, parce que je pense que ce n'est pas que un algorithme, il y a des gens derrière ça. Il y a des enseignants, non ? Bien sûr, il ne faut pas avoir de vision fantasmatique de Parcoursup. Parcoursup, ce n'est jamais qu'une plateforme de rencontre de l'offre et de la demande. Quand vous êtes refusé quelque part, c'est pas Parcoursup qui vous refuse, c'est l'établissement auquel vous avez postulé. Et c'était évidemment comme ça avant Parcoursup aussi. Donc des enseignants qui analysent les dossiers, qui analysent les candidatures. Oui, bien sûr. Alors après, on peut peut-être reprocher à tel ou tel établissement d'analyser de manière inadéquate les candidatures, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce que permet Parcoursup, c'est déjà une prise de conscience par l'élève et sa famille, plus en amont qu'auparavant, des enjeux d'orientation, des questions qu'il faut se poser, et le faire sans angoisse, mais avec lucidité. Alors que dans la situation précédente, on attendait un peu la dernière minute, et il y avait beaucoup de hasard, beaucoup de chance ou de malchance qui jouaient. Là, on essaye un petit peu de rationaliser cette rencontre entre l'offre et la demande, en permettant de se poser les bonnes questions le plus en amont possible, en permettant d'avoir le choix le plus large possible, et ensuite en permettant que chacun soit affecté selon l'endroit où il a le plus de chances de réussir. Notre boussole en la matière, ça a été le fait qu'il y a encore trop d'ailleurs, mais enfin on a un peu amélioré ça, beaucoup d'échecs en fin de première année de l'enseignement supérieur, et ceci était le reflet finalement d'une hypocrisie générale, c'est-à-dire que tout le monde passait, et là, le moment de l'heure de vérité, c'était à 19 ans quand vous êtes en fin de première année. Nous, on a voulu remonter vers l'amont, aussi bien par la réforme du lycée que par Parcoursup, pour dire, dès la classe de seconde, pose-toi des questions, choisis un enseignement de spécialité en fonction de tes passions. De ce fait, ton enseignement de spécialité, il va être beaucoup plus approfondi et exigeant que ça ne l'était avant, mais puisque c'est ta passion, tu peux le faire. Et du coup, tu te prépares mieux à la suite, puisque tu t'es posé de bonnes questions et que tu es meilleur dans les domaines qui correspondent à tes passions. Et ce message-là, je crois que les lycéens, dans leur grande majorité, l'ont très bien compris. Quand il y a des enquêtes, la grande majorité des lycéens sont favorables à cette réforme. D'autant que les Français sont souvent oublient un peu leur passé, mais c'est vrai que APB ne marchait pas si bien que ça. C'est pour ça qu'il y a eu une réforme demandée, non ? Bien sûr, il faut rappeler qu'en 2017, il y avait une sorte de crise d'APB. APB qui était lui-même un progrès par rapport à la situation antérieure, qui était assez anarchique. Et puis APB, quand nous arrivons aux responsabilités en 2017, il y a ce qui fait scandale, c'est qu'au mois de juillet, il y a le tirage au sort des étudiants. Et donc c'est vraiment le hasard, pour le coup, qui affecte les étudiants. On a voulu créer une plateforme qui remplaçait le hasard par la rationalité, et dans l'intérêt des étudiants, évidemment. Et qui permettait aussi de dire,
chacun aura une place. Mais au lieu de lâcher les places par Canadair au-dessus du jardin, on a créé des canaux d'irrigation. Et donc, c'est évidemment meilleur. En plus, Parcoursup est fait pour s'améliorer en permanence, puisque chaque année, il y a des ajustements qui sont faits pour constater les améliorations qui sont nécessaires. L'éducation, c'est le temps long. Il faut laisser effectivement le temps. Ça, oui, vous avez raison. C'est bien le grand sujet. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont été faites sont des choses qui relèvent du temps long. Beaucoup d'ailleurs ne font pas la une des journaux, sont des sujets qui parfois ont des effets sur 10 ans, 20 ans. Je vais vous donner un exemple de ça, typique. Très rapidement, parce qu'on doit... on a créé les classes préparatoires au professorat des écoles. C'est fait pour que des jeunes, dès la suite du baccalauréat, se préparent à enseigner les savoirs fondamentaux. Eh bien, ça va avoir beaucoup d'effets parce que ça forme très bien les futurs professeurs des écoles, mais l'effet sur les élèves, vous l'aurez un petit peu dans 5 ans, mais réellement dans 10-15 ans. Tout comme le plan maths et français qu'on voit bien plus tard, évidemment. Voilà, exactement. Jean-Michel Blanquer, je vous disais, vous avez écrit La Citadelle paru chez Albin Michel. Vous parliez de ces étudiants qui se préparent. Vous, à quoi vous préparez-vous dans les mois et années à venir? Un retour en politique est possible? Actuellement, alors d'abord, je suis redevenu professeur, donc ça c'est important pour moi. J'adore ce métier et je suis heureux de l'exercer. J'ai aussi avec d'autres créé Terra Academia qui me permet de travailler sur la transformation sur les campus de la transformation écologique, donc d'aider à former des jeunes aux métiers dont on a besoin pour accélérer la transformation écologique. Tout ceci déjà remplit bien ma vie. Et puis par ailleurs, il y a le laboratoire de la République qui est un cercle de réflexion que j'ai ouvert pour qu'on puisse réfléchir à la façon d'amener plus les jeunes justement vers les idées républicaines. Donc vous voyez, tout est cohérent, je crois. Michel Barnier vous appellerait demain matin, il vous proposerait à nouveau de revenir rue de Grenelle, vous accepteriez? Non, je suis absolument pas candidat et je ne vais pas profiter de votre émission pour l'être. En revanche, aider, donner des conseils pour les domaines dans lesquels je peux avoir une connaissance, je le ferai, parce que nous avons, je crois, tous intérêt à ce que les pouvoirs publics réussissent dans la phase un peu difficile dans laquelle nous sommes. En tout cas, de repenser l'école dans sa globalité. Oui, et de continuer à la repenser. Je pense qu'il faut jamais avoir un discours défaitiste sur l'école. Ceux qui nous écoutent savent qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont bien, il y en a aussi qui vont mal. La réalité est hétérogène. Et donc, il y a des choses qui vont bien, qu'il faut renforcer. Puis il y a des choses qui sont à améliorer, et c'est les réformes du futur. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, est venu sur notre plateau. La Citadelle, paru aux éditions Albin Michel. Merci 1000 fois. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais.
School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Jérémy Placereau. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Diplôméo. On va parler orientation. C'est un sujet qui revient beaucoup, évidemment, à la fois pour passer de lycée aux études supérieures. Mais en fait, depuis Parcoursup, depuis qu'on pense orientation finalement dans l'éducation, c'est un sujet qui est pris au sérieux de plus en plus jeunes. Les parents, les familles et les élèves commencent à en parler dès la classe de 4e, voire de 3e. Comment vous vous positionnez, vous ? Alors Diplôméo, c'est une plateforme d'orientation qui est gratuite, qui répond aux questions que tous les jeunes se posent dans le cadre de leur orientation et qui a une spécificité, c'est qu'on accompagne les jeunes à travers une équipe d'une 50aine de conseillers en orientation qui vont répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Alors, les questions qui peuvent se poser, elles sont très nombreuses, évidemment, parce que déjà, on se rend compte, et grâce à l'étude que vous avez publiée, auprès de 1094 jeunes âgés de 16 à 25 ans, ça a été fait en juillet, paru en septembre, 60% des lycéens n'ont aucune idée de l'orientation en entrant au lycée. C'est quand même inquiétant. C'est inquiétant et en même temps, ça ne nous étonne pas trop. C'est vrai que quand on rentre au lycée, on est plutôt jeune. Et il faut savoir qu'en France, on a une chance, mais c'est aussi un inconvénient, c'est qu'il existe énormément de formations. Et donc, pour un jeune qui rentre au lycée, finalement, c'est parfois très difficile de s'y retrouver face à finalement toutes ces opportunités en termes d'orientation. Donc c'est un chiffre qui n'est pas trop étonnant et on voit également finalement que les lycées font ce qu'ils peuvent pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur orientation, mais parfois c'est difficile d'être sur tous les tableaux. Vous voulez être démago, vous voulez froisser personne, on comprend, vous avez raison, mais enfin on sait bien malheureusement qu'il y a un problème d'orientation parce que les professeurs, le personnel éducatif, tout le monde n'a pas forcément le temps dans le cadre scolaire de pouvoir proposer justement cette orientation, enfin ces moments d'orientation pour les jeunes, ou en tout cas il y a un rendez-vous par an et c'est très insuffisant. Oui, tout à fait. Pour un sujet qui finalement est très important pour les jeunes et qui devrait pour moi être placé au premier plan. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les lycées, la priorité, c'est finalement l'enseignement académique, ce qui est très bien. Néanmoins, tout ce qui va être en lien avec l'orientation, savoir ce qu'on aime, quels sont les métiers possibles, c'est quoi l'orientation, c'est quoi les filières possibles, et bien finalement, c'est des questions auxquelles on ne répond pas forcément aux jeunes. Et donc, il y a un certain flou qui s'instaure chez les jeunes. Alors, vous le disiez, en fait, il existe énormément de formations. Je crois que c'est à peu près de 25 000 formations proposées par Parcoursup. Alors, il en existe 25 000 sur Parcoursup, mais il y en a plus de 60 000 qui existent en France. Voilà, exactement. C'est absolument énorme. Et en même temps, on ne se dit pas, parce qu'il y a la pluralité, on a la difficulté de choix. On se dit plutôt, voilà ce qui plutôt m'intéresserait. Je suis plutôt vers un parcours scientifique, peut-être devenir médecin, je ne sais pas, dentiste ou dans un labo, ou plutôt effectivement artisan ou autre. En général, on a des vocations ou des envies. Mais c'est vrai que ça reste assez flou. Alors c'est assez flou et en fait il faut surtout savoir par quoi commencer. En fait la première question que va se poser un jeune c'est déjà c'est quoi l'orientation. Ensuite il va se demander finalement quels sont les métiers qui peuvent m'intéresser. Et une fois qu'il aura trouvé finalement les métiers qui l'intéressent, il va y avoir des choix à faire. Finalement quelle filière choisir, quelle formation choisir et puis quelle école choisir. Et l'orientation ça commence très tôt puisque finalement même dès le lycée, finalement dès qu'on choisit entre un lycée général et technologique et un lycée professionnel, on choisit puisque finalement on s'ouvre ou on se ferme des portes. Quand on choisit, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais ça, c'est un autre sujet. Juste, j'aimerais revenir sur l'idée de ce qu'est l'orientation, puisque vous le dites, vous définissez cela, finalement, avec les étudiants que vous rencontrez. Oui, tout à fait. En fait, l'orientation, c'est se poser les bonnes questions, c'est se comprendre, c'est comprendre ce qu'on aime, et à partir du moment où on a compris ce qu'on aime et ce qu'on souhaite faire, c'est savoir faire les bons choix. Et donc, faire les bons choix, finalement, c'est choisir la bonne filière, choisir la bonne formation, choisir la bonne école, et pour ça, il faut avoir toutes les informations à disposition. Et c'est pas nécessairement le cas en fait pour tous les lycéens. Oui, parce qu'on peut parler, je le disais tout à l'heure, j'utilisais le mot envie. J'ai envie de devenir médecin, par exemple. On peut se dire que certes, on a une idée d'un métier, mais comment y arriver? C'est une autre question qu'on doit se poser. Et c'est vrai que les parents ne peuvent pas y répondre. Non. Et l'école non plus. Diplôméo est là pour ça. Combien de personnes autour de vous pour pouvoir justement orienter ces étudiants, ces élèves, pour pouvoir les accompagner, j'imagine, tout au long de cette orientation? Alors du côté de Diplôméo, on est 130 collaborateurs qui œuvrent justement pour orienter un maximum de jeunes. Et peut-être pour vous donner un chiffre qui montre également qu'il y a une vraie attente de la part des jeunes, c'est 40% des bacheliers français qui ont utilisé la plateforme au cours de l'année 2023, donc l'année dernière. Donc il y a un vrai besoin et malheureusement ce qu'on déplore c'est qu'une majorité
des personnes qui vont se renseigner autour de l'orientation vont le faire assez tardivement, finalement en première, terminale, quand il y a vraiment une deadline, à un moment crucial, comme finalement les choix de Parcoursup. Et moi, ce que j'encourage vraiment les jeunes et les parents à faire, c'est de se renseigner le plus tôt possible. En fait, l'orientation, ça commence dès le collège, dès la seconde. Il faut y aller le plus tôt possible pour faire les bons choix. Oui, alors justement, parce que dans votre étude, un autre chiffre important, 54% des lycéens disent que leurs choix d'orientation ont beaucoup évolué entre la seconde et aujourd'hui. Ce qui prouve bien qu'en fait, ils n'étaient pas forcément bien renseignés au départ. Exactement, tout à fait. Ça prouve cela et finalement, ça montre qu'il faut pouvoir les accompagner bien en amont et finalement, tout ce qui va pouvoir être mis en place à la fois par les collèges, par les lycées, pour faciliter cela, sera pertinent. On parle beaucoup du stage de seconde qui a été obligatoire depuis l'année 2024, donc cette année. Je pense que c'est une très bonne chose et moi je suis vraiment en faveur également de tout ce qui peut être mis en place pour un accompagnement beaucoup plus individualisé des jeunes, tout ce qui va être également beaucoup plus dans du concret, typiquement des stages, des échanges avec des professionnels, des échanges avec des anciens élèves qui peuvent partager justement leur parcours, en fait, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui peuvent donc aiguiller finalement les lycéens pour faire le bon choix. Vous les mettez en relation aussi avec d'anciens étudiants ? Tout à fait, on a la possibilité de les mettre en relation avec d'anciens étudiants qui sont des ambassadeurs. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement un jeune va beaucoup plus s'identifier à un ancien élève qui est élève actuel d'une école d'enseignement supérieur qu'un commercial de l'école finalement. Donc finalement, il faut se dire qu'en tant qu'école de l'enseignement supérieur, ces étudiants sont souvent les meilleurs ambassadeurs. Jérémy Plassereau, pour choisir son orientation, il y a plusieurs méthodes possibles. On peut se renseigner évidemment auprès de son conseiller d'orientation si on en a un et qu'il est disponible. On peut aussi aller voir les sites, évidemment, des écoles et des universités. Mais il y a aussi d'autres méthodes et on voit que les réseaux sociaux jouent un rôle. Alors, les réseaux sociaux jouent un rôle, mais un rôle qui est quand même minoritaire. Et quand on sait le temps que passent les jeunes sur les réseaux sociaux, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, nous, on essaye finalement de s'insérer de plus en plus dans ces réseaux sociaux pour les accompagner sans qu'ils le voient dans leur orientation. Sans qu'ils le voient. Tout à fait, en leur faisant découvrir des métiers, par exemple. C'est insidieux. Un chiffre qui me semble intéressant également de préciser, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais il y a un outil qui est aussi très utilisé par les jeunes, c'est l'IA. L'intelligence artificielle. Il y a plus de 80% des jeunes qui nous disent finalement utiliser l'intelligence artificielle au moins une fois par mois. À la fois dans le cadre de l'orientation, à la fois dans l'aide aux devoirs, à la fois finalement pour rédiger une lettre de motivation. Donc au-delà des réseaux sociaux, finalement il y a des nouvelles méthodes qui sont utilisées par les jeunes et l'IA en fait fortement partie. Ça veut quand même dire, sans faire de constat et sans négliger l'importance de l'équipe éducative, mais qu'il y a effectivement un déficit d'accompagnement du côté des lycées. Tout à fait. Et nous, on est là vraiment pour être complémentaires de ce qui est proposé par les lycées et d'essayer finalement d'avancer en faveur du lycéen. On peut espérer évidemment que le choix s'opère le mieux possible. Comment fait-on pour que, une fois qu'on imagine un étudiant ait choisi en fin de première ou début de terminale ses spécialités bien sûr de fait et son orientation future, qu'il puisse avoir un accompagnement sur les années qui suivent? Parce que aussi on peut se rendre compte que la première année post-bac est souvent pas le bon choix. C'est possible, ça arrive souvent et dans ce cas-là, les jeunes ont la possibilité de se renseigner sur des sites spécialisés. Il est aussi finalement question d'une première année post-bac qui est une première année en tant qu'étudiant. On n'est plus lycéen, on est étudiant. Et donc là se pose tout un tas de questions, en fait, comment gérer mon argent, comment gérer mon logement. Et donc ça, c'est un tas de questions que se posent également les jeunes et auxquelles on essaie de répondre aujourd'hui sur Diplôméo. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Jean-Michel Blanquer a été notre invité en première partie de cette émission. Un petit mot sur Parcoursup qu'il a mis en place. Alors, Parcoursup, c'est un outil qui peut être critiqué, mais qui aujourd'hui a de nombreux avantages. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucun outil plus performant que Parcoursup n'existe sur le marché. Et donc, finalement, c'est un outil qui est efficace pour moi. Vous avez vécu peut-être APB avant. Tout à fait. C'était peut-être un peu plus périlleux, non? Exactement. Donc finalement, il faut se souvenir également de ce qui était en place avant. Merci beaucoup, Jérémy Plassereau, d'être venu sur le plateau du Grand JT et nous parler de Diplôméo, cette plateforme de mise en relation entre les écoles et les étudiants qui leur permettent donc de pouvoir rencontrer effectivement une équipe à vos côtés dynamique qui leur permet d'être le mieux orienté possible dans leur choix universitaire ou d'école. Merci beaucoup. Merci à vous. On va retrouver tout de suite Louisa pour sa chronique.
Louisa, dans votre chronique Vieux sur les réseaux, vous nous parlez du lancement de la Ligue des Champions qui présente quelques changements. Oui, la Champions League, comme on l'appelle aussi, a débuté ce mercredi 17 septembre. Et petite nouveauté, la mise en place des nouvelles règles décidées par l'UEFA en mai 2022. De nombreuses mesures, parmi celles-ci on notera 36 au lieu de 32 équipes. Chacune d'entre elles disputera 8 rencontres, plus de matchs aller-retour. Mais cette nouvelle formule ne laisse pas indifférents les fans de foot sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on peut lire ses commentaires sous une vidéo de l'équipe expliquant les nouvelles règles. Ça peut être bien, mais trop de matchs à effectuer avec le championnat, les coupes du pays, sélections, compétitions européennes, les joueurs vont mourir. Ils ont tué le football, je comprends rien, faut remettre l'ancien format. Ou encore sur Twitter, où l'on peut également lire, à l'image du reste, de quoi nous détourner du foot, sauf à ne penser qu'à ça. Ça tue toute la Ligue des Champions, c'était très bien comme c'était. C'est nul, ça laisse encore moins de chance aux petites équipes, encore l'argent et toujours l'argent. Alors les règles changent, mais l'hymne aussi. On espère que cette version réorchestrée soufflera comme un vent d'air frais dans les stades du championnat. Et ce soir, 21h, ce sera la première Ligue des Champions de Brest qui affrontera Sturm Graz. Mais ce n'est pas le seul sujet qui fait parler les fans de foot, Louisa. Non, Virginie, si je vous dis Jules Koundé, que me répondez-vous? Un joueur de foot. Ça fait bon. Équipe de France. Tout à fait. On est là. Jules Koundé, joueur de foot, défenseur de l'équipe de France, fait parler de lui, ou plutôt de son style vestimentaire, à chaque apparition au centre d'entraînement de Clairefontaine. Comme on peut le voir sur ces images provenant de son compte Instagram, pantalon ajusté, bottines à talons, jupe longue zippée, tricot, chaussettes hautes, blouson en cuir, bague. Il arrive face aux marches de Clairefontaine comme sur un podium et s'en amuse. Mais voilà, insultes, moqueries, parodies ou analyses en tout genre, les critiques ne se sont pas fait attendre. Voici un exemple de vidéo que l'on a pu voir sur le compte Instagram de Joïc, le coach, un créateur de contenu sur le foot. Je suis d'accord, ce mec-là, c'est un visionnaire de la mode. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Jusqu'à, lisez les commentaires. Je vais pas les lire parce que je vais être ban. Il y en a un, il a dit, pourquoi il fait pas son coming out directement? Il est belle. Ah merde, je suis en train de lire là. Non, Jules Koundé, faut nous expliquer, c'est quoi la prochaine étape? Moi je sais, prochaine sélection, prochain rassemblement, il va se ramener comme ça en équipe de France. Ça va passer normal. En plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, il est en détente, il marche comme si de rien n'était, comme si c'était nous. On était dans un autre monde. Genre, en gros, c'est nous, on comprend rien à son style. Regardez le dédain. Voilà, mais à ces attaques, la réponse du joueur de foot du FC Barcelone, voici ce qu'il répond lors d'un entretien à Téléfoot. Je le fais avant tout parce que ça me plaît, je me sens à l'aise dans ma manière de m'habiller, si ça peut aussi ouvrir l'esprit de certaines personnes. Pour prendre l'exemple des bottines, les hommes ont toujours porté des bottines, c'est juste un manque de connaissance de dire que c'est réservé aux femmes. Le style vestimentaire n'est plus genré depuis longtemps, il ne définit ni le genre ni l'orientation sexuelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il permet d'exprimer pleinement sa personnalité. Petit point histoire d'ailleurs, les bottines avaient d'abord été pensées par et pour les hommes, en commençant par Louis XIV qui souhaitait gagner quelques centimètres. S'en est suivi les westerns, David Bowie, les Beatles. Quant à la jupe, elle était déjà portée par les Romains. Jules Koundé perpétue l'histoire d'une mode parfois oubliée et s'inscrit comme le successeur de ces pionniers du genre. Alors, un style controversé, oui, mais réfléchi. Dans ce monde viriliste du foot, Jules Koundé apparaît comme un défenseur des nouveaux codes de la masculinité et prouve que la mode est comme le foot, à chacun son style, à chacun sa tactique. Et si le joueur du FC Barcelone s'exprime au travers de son style, il n'a pas peur de prendre la parole pour dénoncer le rythme de cette Ligue des Champions. Je cite, « Chaque année, on a plus de matchs et moins de repos. » Et il ajoute que le temps viendra où il faudra faire grève. L'éducation sur les réseaux sociaux, donc toujours un vrai sujet. Merci beaucoup, merci Louisa. C'est le meilleur de School TV, tout de suite avec le ZAP. Les enfants, ils passent toujours plus de temps devant les écrans, malgré les recommandations sanitaires. Qu'est-ce que vous pensez des résultats justement de cet observatoire qui montre que le temps d'écran des enfants reste quand même 3 à 4 fois supérieur aux recommandations des spécialistes? Oui, tout à fait. Et pour compléter ce que vous disiez, effectivement, il faut savoir que cet observatoire est fait chez des enfants de 3 à 10 ans. Donc, qui sont de très, très jeunes enfants. Et chez ces enfants, cette année, effectivement, on a un horaire moyen quotidien de 2 heures, effectivement, un peu plus de 2 heures par jour, légèrement inférieur à celui de l'année dernière, mais qui reste quand même, effectivement, comme vous le soulignez, tout à fait au-dessus des consignes qui sont, et des recommandations qui sont environ 30 minutes par jour. Et encore, pour des enfants de cet âge, effectivement, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Alors, si je peux, effectivement, détailler un peu plus, il faut savoir qu'il y a une commission
commission écran, justement, qui a émis des recommandations cette année, en 2024, en avril 2024, et qui recommandait justement les écrans, quand on ne dit pas d'écran avant 3 ans, un usage déconseillé avant 6 ans et un usage en tout cas très encadré à partir de 6 ans, avec notamment l'accompagnement des parents. Donc vous voyez que dans cette perspective-là, ces temps d'écran des enfants sont quand même nettement au-delà des recommandations, effectivement, nationales. Alors, la faute à quoi, justement? Pourquoi vous pensez que les parents ont encore du mal à limiter l'exposition de leurs enfants aux écrans? Eh bien, justement, il y a la pression, on va dire, de la société et de la demande des enfants. Mais justement, ce qui est important à souligner, et c'est là où on alerte effectivement les parents et les familles, c'est que le temps d'écran des enfants sur les smartphones la nuit a augmenté et a été multiplié par 2 depuis l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, cette utilisation, non seulement elle ne se fait pas au quotidien dans la journée, mais elle se fait aussi dans des temps où l'enfant devrait être, on va dire, en train de dormir et en tout cas pas forcément être devant l'écran du smartphone, normalement de ses parents d'ailleurs. Donc, Bien sûr, et ça vous dites d'ailleurs, parce que c'est un point dans votre étude, que ça représente un vrai risque pour la santé visuelle des enfants, le fait d'avoir un smartphone le soir. Exactement. Parce que le fait d'avoir un smartphone le soir, en général, forcément, c'est dans l'obscurité, dans la pénombre, et donc c'est d'autant plus délétère pour la vision des enfants. Et d'autre part, en dehors de la vision, il y a également le fait que justement, il y a un retard à l'endormissement, donc il y a un effet délétère sur le temps de sommeil des enfants, et forcément le lendemain, quand ils vont à l'école, ça a aussi un retentissement sur le fait qu'ils soient plus ou moins attentifs à l'ensemble de la journée qui va suivre. Donc il y a aussi tout ce fait-là qui fait que c'est quand même un problème global, et les recommandations vers les parents sont également importantes à être. Valérie Daubigny, dans les inquiétudes parfois des parents sur les lectures des enfants, c'est le moment où ils commencent à parce que vous dites qu'il faut suivre leur goût. Mais quand ils sont mono-goût et qu'ils se noient dans un style de lecture qui parfois n'est pas la tasse de thé parentale, alors, je pense typiquement à la bande dessinée, à la fantaisie, etc. Donc est-ce qu'on s'affole, est-ce qu'on s'inquiète, est-ce qu'on les met en rééducation, ou est-ce qu'on se dit que non, c'est déjà formidable qu'ils lisent et il y a plein de choses à faire à partir de là? En fait, il y a 2 choses. Il y a un âge où les enfants se plongent en effet sur un sujet, ils deviennent extrêmement pointus sur des sujets qu'ils abandonneront plus tard. Ça, c'est une chose. Ou bien, ils vont dévorer toute une collection. Ils seront très fiers d'avoir toute cette collection dans leur chambre. J'ai tout lu. Voilà, ça, c'est une chose. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Une autre, et c'est beau, c'est très beau. Ouais. Une autre est de ça, on ne s'inquiète pas, donc? Non, pas du tout. Au contraire, c'est très bon. C'est très bon. Ça nourrit, c'est un appétit, c'est un petit feu. En revanche, s'enfermer dans un genre, et là, nous sommes plus vigilants. Vous voyez, bon, ça peut être la BD, ça peut être certains mangas, ça peut être la dark romance, ça peut être s'enfermer dans un genre qui, d'une certaine manière, vous veut pour lui tout seul. Vous voyez, la vigilance. Et je pense qu'on a toujours intérêt, surtout avec les adolescents qui sont très épris de leur liberté, de dire, tu vois, je vois que tu ne lis plus rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, attention, et varier les propositions, notamment de genre. Il y a la nouvelle, il y a la poésie, le roman policier. Il y a l'album, on peut aller lire des albums. Mais bien sûr, très âgé, c'est pas juste une affaire d'enfant. Et c'est là où l'album, bien choisi, magnifique, peut être dans la maison et nourrir tous les appétits de tous les âges. Pour vous, ça s'est passé comment et comment votre famille l'a découvert? Alors pour moi, ça s'est passé on va dire très simplement. Ma mère était alcoolique. Et donc le jour de ma naissance a été provoqué puisqu'elle avait bu une bouteille d'alcool ce soir-là, et en fait elle a fait une hémorragie parce que c'était une bouteille entière, et d'autant je pense qu'elle s'était alcoolisée aussi dans la journée. Du coup elle a fini par faire une hémorragie et mon père l'a amenée à l'hôpital, et du coup comme elle était en coma éthylique, ça s'est fait, ma naissance s'est fait en césarienne puisque il fallait m'extraire très vite. Merci encore une fois oui. Mais à ce moment-là, voilà, on savait pas si c'était le SAF ou pas.
face justement aux écrans, il y a ce qu'on appelle les lunettes anti-lumière bleue aussi, qui sont souvent proposées comme une solution, c'est vrai, pour réduire justement les effets de ces écrans, et en tout cas les effets néfastes. Est-ce que c'est aussi une recommandation que vous faites auprès des parents et des enfants chez Chris? Alors justement, il faut effectivement revenir, parce que je ne sais pas si tous nos spectateurs, téléspectateurs en tout cas, savent ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup effectivement de la lumière bleue. Mais je vous en prie. Effectivement, je vais juste vous expliquer un petit peu. Parce que la lumière bleue, elle est comprise effectivement dans le spectre visible. Elle démarre à peu près une longueur d'onde de 380 jusqu'à une longueur d'onde de 450-500 nanomètres. Il faut savoir que dans la lumière naturelle, il y a un équilibre effectivement entre les différentes couleurs. Et simplement, cette lumière bleue, elle est présente dans les LED, dans les éclairages effectivement artificiels, dans les écrans. Et c'est là où se pose cette problématique, parce que cette lumière bleue qui est présente effectivement dans les LED est présente de manière différente de celle qui est dans la lumière naturelle, et elle émet un pic lumineux, un pic important aux environs de 435 nanomètres, et c'est sur ce pic-là justement que les filtres, ce qu'on appelle anti-lumière bleue, effectivement vont écrêter ce pic et enlever les effets délétères. Donc, on reste dans une conservation d'une partie de la lumière bleue. Quand on dit anti-lumière bleue, c'est une partie entre 20 et 40% de la lumière bleue qui est filtrée et qui va effectivement éviter ce pic délétère qui se situe aux environs de, comme je disais, 435 nanomètres. Mais donc, ça n'est effectivement pas quelque chose, une solution magique sur laquelle qu'on pourrait recommander aux enfants et qui pourrait derrière les pousser à continuer à jouer sur les écrans. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que les enfants, ils ont un cristallin qui est beaucoup plus clair que celui des adultes, et donc la lumière passe beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus intense et atteint la rétine. Ah oui. Donc c'est pour ça que il est important de protéger effectivement leur vue. Et comme je le disais, c'est vrai que la lumière bleue sur les écrans, on devrait normalement même pas en parler chez les enfants de cet âge-là, puisqu'on ne devrait pas être en contact avec cette lumière, mais en tout cas, c'est important. Et vous l'avez remarqué, dites-moi. Et je voulais là aussi, justement, parce on parle de généralité, mais c'est important, là aussi, il y a eu justement un rapport qui a été émis par l'Académie de médecine l'année dernière, en février 2023, qui parlait justement de l'usage des écrans chez les enfants et qui recommandait l'usage d'un filtre bleu pour un usage intensif des écrans. Donc vous voyez, on est quand même dans cette problématique-là. Il faut savoir effectivement doser les choses et savoir à certains moments, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, utiliser effectivement ces filtres-là à bon escient. Est-ce que quand on est parent, il faut absolument jeter un œil sur tous les livres que lisent les enfants, ou est-ce que on leur fait confiance ? Je n'aime pas beaucoup la phrase « à l'heure où ils ont leur smartphone tout le temps dans la main, pour une fois, ils lisent un livre, je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dedans. Ouais. » Ça tombe bien, je ne l'ai pas prononcé. Vous m'avez fait peur, je n'aime pas la phrase. Parce qu'en fait, un livre peut vous blesser aussi durablement qu'une image, qu'une série, qu'une vidéo, aussi durablement. Pourquoi ? Parce que votre maturité intellectuelle vous aura permis d'aller au bout du roman, de saisir le fil de l'intrigue. Mais votre maturité affective n'était pas au rendez-vous et vous aurez peut-être mal compris ou trop tôt compris des éléments de choix de vie, par exemple, notamment tout ce qui touche à la vie, la mort, l'amour. On pense à la mort, on pense au suicide, par exemple. Attention au contenu. Et oui, mais est-ce que c'est pas merveilleux justement pour les parents, pour les éducateurs, d'avoir ce lien avec leur enfant, le support culturel, donc notamment le livre, quand même, pour jeter un regard et être en contact, en lien. Une coupette, une seule coupe pendant les fêtes peut avoir des effets dévastateurs. Une seule coupe, c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que, au final, c'est beaucoup plus nocif que le tabac ? En fait, le produit est, dès la première gorgée, à risque. Il y a un danger. Si ça arrive au mauvais moment dans la grossesse, à un moment précis, par exemple, si vous prenez de l'alcool entre le 20e jour et le 50e jour de la grossesse, au moment où se construit le cœur de votre bébé, vous risquez de provoquer une malformation. Si vous, plus tard, vous prenez de l'alcool à un moment où se développe une partie du cerveau, et si vous avez une prédisposition déjà génétique pour un trouble 10, un trouble des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, trouble de l'attention, vous avez déjà une pénalisation génétique qui va être renforcée par le toxique. Et les neurones qui auraient dû se mettre en place pour éviter votre dyslexie, votre dyscalculie, vos troubles de l'attention, risquent d'être insuffisants et ça va provoquer une dyslexie ou une dyscalculie réelle. Ça veut dire que c'est
n'importe quel moment de la grossesse, pour le développement du cerveau, vous prenez un risque. Si vous êtes une maman qui métabolise bien l'alcool, et vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'il n'y a pas de test pour savoir si on métabolise bien l'alcool. Si vous avez un bébé qui métabolise mal l'alcool, et ça on ne peut pas le savoir non plus pendant la grossesse, et que vous prenez ça au mauvais moment, oui, le verre de bière, le verre de vin, le verre de champagne peut être délétère et provoquer des conséquences à vie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa d'avoir été avec nous. Vous revenez vite ? Mardi, voilà, mardi elle sera là. Merci à toute l'équipe aussi qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Sully. Le maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.